Merci Jérôme. Donc nous sommes toujours en direct du Château Forme Georges V à Paris et sur Zoom avec vous. Vous êtes plusieurs centaines, me dit Michael Ratsimbazafi qui est à la régie et qui me dit que tout se passe bien. Nous sommes parfaitement dans les temps, ce dont on peut se réjouir aussi. Alors j'appelle maintenant à nouveau Jean-Jacques Gressier qui est donc le leader au service de l'équipe de l'Académie du Service, vice-président de la Fondation Service Lab. Vous l'avez vu tout à l'heure pour l'introduction de ce colloque. Et maintenant, la parole est à lui pour nous présenter une nouvelle intervenante. Jean-Jacques, c'est à toi. Merci beaucoup Thierry. Donc, avant d'accueillir Sandrine Conseiller, j'aimerais vous la présenter. Elle a passé près de 20 ans dans le groupe Unilever, où elle a successivement occupé des postes en France, en Inde, à Singapour, à Londres. En août 2015, Sandrine Conseiller est nommée EVP Marketing and Branding du groupe Lacoste, où elle est responsable du développement de la marque Lacoste à travers 8 catégories de produits et plus de 120 pays. Depuis plus d'1 an, en tant que directrice générale de Aigle International, elle amplifie le développement de la marque en France et à l'international en capitalisant sur le savoir-faire Made in France et les valeurs fortes de consommation responsable qui sont au cœur de l'identité de l'entreprise depuis 1853. Cela se traduit par un vaste plan de transformation industrielle et commerciale, mais aussi le changement de statut d'Aigle, devenue entreprise à mission en décembre 2020. Sandrine Conseiller est mariée, mère de 3 enfants. J'appelle sur scène Sandrine Conseiller. Merci à tous. Merci de me donner l'occasion de partager l'aventure dans laquelle on s'est lancé avec les 1600 collaborateurs de Aigle, parce que c'est une aventure. Je vous propose pour démarrer, même si je pense que tout le monde connaît la marque, alors statistiquement, normalement, oui, 97% d'entre vous connaissent la marque, donc pour ceux qui ne la connaissent pas, ils vont la découvrir aujourd'hui. Mais l'entreprise peut-être moins. L'entreprise, ça vaut le coup de la présenter, je pense. Je pense qu'elle n'est pas aussi connue que la marque. Alors c'est une entreprise, effectivement, Anne le disait, très ancienne. Aigle est né en 1853. Alors petit souvenir de l'Expo Napoléon, j'ai appris que c'était l'année où Napoléon III s'est marié avec Eugénie. Donc c'est sûr, quand on devient dirigeant d'une marque comme ça, d'une certaine manière, ça force l'humilité, parce qu'on se dit qu'on va être un maillon de cette entreprise qui a une histoire énorme et qui donc a traversé 2 guerres, la crise de 29, la crise du pétrole, le SRAS en Asie, et qui est toujours là à apporter ses produits finalement à des clients avec la fameuse botte. Et normalement, ça devrait vous évoquer des images d'enfance, de liberté, sauter dans les flaques, et d'une manière ou d'une autre, la nature, qu'elle soit à côté de chez vous ou les grands espaces. En arrivant dirigeante de cette marque, je me suis évidemment intéressée à ce qu'elle était profondément, puisque j'avais, comme souvent les nouveaux CEO, on a en général par l'actionnaire, c'est un actionnaire familial, une mission qui est de créer de la valeur. C'est pas très original, en général un actionnaire vous dit ce serait bien de créer de la valeur. Puis comme je venais de Lacoste, où on avait plutôt pas mal fait ce travail-là, l'idée c'était, si tu pouvais faire pareil, ce serait pas mal. Donc un brief très large qui nous a donné toute liberté de se demander comment on allait le faire. Et la première chose qu'on a fait avec mon équipe, c'est qu'on s'est plongé en fait dans les archives, dans l'histoire de cette marque. Comme souvent sur les marques patrimoniales, en fait, les collaborateurs étaient hyper fiers de travailler chez Aigle, mais avaient un peu oublié l'histoire de la marque. Donc on a demandé à un historien de la mode, un vrai historien qui donne des cours à la Sorbonne, également à l'Institut français de la mode. Il est allé aux archives, il a même interrogé d'anciens collaborateurs à la retraite. Et en fait, il nous a raconté notre histoire. Et la genèse de Aigle, c'est que c'est une marque qui a été créée en 1853, donc, pour pouvoir sortir par tous les temps, tout en restant présentable, tout en gardant une certaine allure, comme on le disait à l'époque. Donc c'était des souliers au départ en caoutchouc, non pas des bottes, mais vraiment des souliers avec des talons, pour pouvoir sortir quand les trottoirs de Paris n'étaient pas ce qu'ils étaient aujourd'hui. Et finalement, on a gardé de ça cette idée, ce mélange entre la fonction, on a des produits très fonctionnels, et le style, qui est la marque de fabrique de Aigle. Et puis également, cette idée du caoutchouc naturel qui est au cœur du produit créé à l'époque et toujours aujourd'hui. Le caoutchouc, qui n'est donc pas du plastique, donc on ne le dit pas assez bien, donc je souligne, ça n'est pas du plastique, chez nous il n'y en a pas. C'est une matière naturelle, qu'on incise l'arbre et en fait, finalement, le caoutchouc se recompose au fur et à mesure
et c'est lui qui compose nos bottes. Et c'est en fait la base de cette histoire-là qui va nous servir à stratégiquement repositionner la marque et petit à petit à la transformer pour créer de la valeur. Merci de cette présentation. Quand vous parlez de la marque, vous parlez toujours de cette consommation responsable qui était là de la genèse. Alors je pense que ça ne se limite pas qu'à ne pas mettre de plastique. Je pense que la consommation responsable, quand vous en parlez, vous parlez de quelque chose de plus grand que ça. Oui, la consommation responsable, en fait, c'est assez natif chez nous. Donc, c'est vrai que Aigle a un peu pratiqué la mode durable bien avant que ce mot n'existe et ne fasse partie de nos vocabulaires. Finalement, on pourrait dire c'est une marque qui résiste au temps, en fait. C'est une marque qui résiste au temps qu'il peut faire dehors. C'est une marque qui résiste au temps qui passe parce que les produits sont faits pour être durables. Et ça a commencé avec les bottes parce que le caoutchouc, une fois qu'on le cuit, on le vulcanise, comme on dit dans le jargon, il devient extrêmement solide. Si vous avez une paire de bottes chez vous, c'est sans doute votre expérience. Et du coup, cette philosophie-là, elle s'applique aux produits. La façon, et c'est bien avant mon arrivée et celle de mon équipe chez Aigle, la façon dont on construit les produits chez Aigle, ils sont faits pour durer toute une vie. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, au départ, c'était une très grande fierté pour les collaborateurs, mais c'était un peu vécu comme un problème face à la croissance. On se disait de façon assez basique, finalement, si nos produits durent toute une vie, personne ne va en racheter. D'ailleurs, c'est des choses qu'on m'a dites quand j'ai pris ce poste, des amis qui m'ont dit « mais moi, ça fait 10 ans que j'ai une marque à Aigle, bah, bon courage pour en vendre ». Et donc, il a fallu en fait retourner ça comme un avantage compétitif énorme, l'assumer et donc le communiquer davantage. Être plus radicaux, on va reparler de la radicalité, parce que je partage tout à fait ce qui a été dit à la fois par Pascal et par Anne, plus radical et plus affirmé. Donc on a construit en fait le plan de transformation de la marque, le plan Strat, à travers vraiment cette idée de consommation au centre, avec 3 piliers. Un pilier sur les produits, un pilier sur les collaborateurs et les clients, ça vous parlera, et puis un pilier sur la planète. Sans être trop longue, le pilier produit, c'était vraiment de se dire, nos produits sont durables, évidemment, on va le garder, mais on va aussi avoir davantage d'éco-conception. Et chez nous, c'est essentiellement des matières techniques comme celles que je porte aujourd'hui, donc c'est du polyester, du polyamide. On s'est dit, on passe à ces matières-là recyclées. Plus de polyester vierge chez nous, et donc petit à petit, on est passé de 10%, 43%, 50% sur la prochaine collection, qui est celle que je porte aujourd'hui, et puis jusqu'à 60%, et on montera jusqu'à 100%, j'espère. Donc on l'a dit, c'est un chemin de produits totalement éco-conçus. Le deuxième partie, c'est la partie people. Et pour nous, c'était très important de pouvoir impliquer aussi les clients et de se dire, on est face à une urgence climatique, et nous, la nature, c'est notre terrain de jeu, donc ça nous parle en tant que personne, mais aussi en tant que collaborateur de Aigle. Il faut que chacun puisse faire un pas, se dire que tout pas va compter. Donc, on a mis des box de recyclage dans nos boutiques. Donc, on a ouvert en plein Covid un site internet de seconde main qui vous permet, si vous faites aigle.com, vous pouvez acheter du neuf, vous pouvez acheter de l'ancien, et qui sera nickel puisque nos produits sont faits pour durer toute une vie. On a formé nos collaborateurs avec la fresque du climat pour que chacun se sente concerné par rapport à la mission difficile qu'on s'est fixée. Et puis, le troisième pilier, c'est la planète. Finalement, on s'est dit, nous, ce qu'on veut, c'est réduire notre impact. Le meilleur moyen, c'est de calculer notre empreinte carbone et de se fixer un taux de réduction de l'empreinte carbone qui correspondra à faire notre part pour rester dans l'accord de Paris, donc les 1,5 degrés. Pour le textile, c'est 46%. Et donc on s'est dit, en 2030, il faut qu'on ait baissé de 46%. Et donc cette consommation responsable qui était dans la genèse de Aigle, c'est devenu le cœur, le centre de notre plan de transfo. Et votre plan de transfo comporte un volet industriel, on parlera des autres après, mais je pense que le volet industriel, c'est important que vous l'illustriez, parce que celui-là, le grand public comme moi, on ne le connaît pas, on ne le perçoit pas, alors je pense qu'il est important quand même dans la transformation dont vous parlez. Donc. Oui, il y a une grande partie de fierté chez nous qui vient du fait que les bottes adultes que vous pouvez avoir chez vous, j'espère que certains d'entre vous en ont, ou en auront même après cette conférence, sont fabriquées en France depuis 1853, à Ingrandes, dans la Vienne. Et en fait, ça, c'est une question qu'on pose à une dirigeante ou à un dirigeant quand on arrive, c'est bon, qu'est-ce que tu vas faire de l'usine? Parce que évidemment, c'est pas un scoop, l'usine évidemment est déficitaire. Quand on produit en France des bottes, forcément, ça rapporte pas d'argent. J'ai même entendu, bon, forcément, à un moment, tu vas fermer. Et donc, ça a fait partie de la réflexion et de l'engagement de se dire, cette usine, cette production en France, ça fait partie de nos forces, ça fait partie de l'héritage.
Et il faut en fait qu'on mette l'ensemble du poids du corps des premières communications qu'on va faire sur la marque, sur les bottes. Parce qu'elles sont uniques. On est le dernier bottier en France et même en Europe. Elles sont durables, elles sont en caoutchouc naturel, elles sont totalement dans l'air du temps de ce qu'attendent les clients aujourd'hui. Et donc, on a commencé à beaucoup plus parler, s'engager sur notre participation au Made in France. Et ça paraît évident hein, quand on dit bah oui, grosse révélation. C'était pas du tout assumé chez nous parce que tous nos produits ne sont pas faits en France. Cette veste n'est pas faite en France parce qu'en France, on ne sait pas faire une veste comme ça. Elle est bien faite à l'étranger, auditée, avec du polyester recyclé en l'occurrence et des fournisseurs qu'on connaît très bien, mais tout n'est pas fait en France chez nous. Mais les bottes, oui. Et donc il a fallu assumer le fait de réaffirmer cette production Made in France qui concerne une partie de notre production. La deuxième partie, ça a été de se dire il faut valoriser. Donc il faut que les clients nous suivent. Et donc, en communiquant sur cet engagement, on a commencé à avoir finalement un dynamisme extrêmement important sur les bottes. Et en l'espace de 2 ans, et c'est assez incroyable même en interne, en l'espace de 2 ans, on est passé d'une décroissance des bottes d'à peu près 20% quand on est arrivé avec mon équipe, à aujourd'hui une croissance telle de plus de 50% qu'on n'arrive pas à produire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, si vous voulez une botte aigle et que vous ne trouvez pas votre taille, repensez à cette conférence, soyez patient, ça prend du temps. Et donc aujourd'hui, on n'arrive même pas à fournir. Donc c'est plutôt une belle histoire, à tel point qu'on a commencé à relocaliser une partie de la production des bottes enfants. Toute la partie qui est achetée par les enfants ici en France, et on a lancé une des premières bottes enfants Made in France là en septembre. Donc une histoire industrielle très forte pour nous et qui est très importante dans ce chemin de consommation responsable évidemment qu'on s'est assigné. Merci. Alors la transformation, elle est aussi commerciale dans votre plan. Vous pouvez le développer un peu ce volet-là, qu'on le comprenne bien. Oui, bien sûr. Bon, on est une société à mission maintenant, et une société qui veut créer de la valeur, faire du profit, tout en ayant un impact positif sur l'environnement. J'y reviendrai évidemment. On avait établi ce plan avec ces 3 piliers que je partageais avec vous, et finalement les équipes étaient assez fières de ça, tout en se demandant comment on allait faire pour créer de la croissance avec ça, quand même. Et un des premiers exemples, qui pour moi était le plus parlant, et en plus il arrive bientôt, c'était le Black Friday. Donc la première année, moi j'arrive en août 2019, bon, je commence à me rendre compte, on fait le Black Friday, comme toutes les boîtes du textile. Le Black Friday, c'est devenu extrêmement important pour le secteur de la mode, c'est plus important que Noël pour la plupart des boîtes. Pour nous, c'était plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Et donc on se dit, par rapport à la trajectoire de consommation responsable qu'on s'est fixée, on ne peut pas faire le Black Friday où plus de 70% des Français eux-mêmes disent « ça me pousse à une consommation qui n'est pas très responsable et j'achète un peu n'importe quoi ». Ça, c'est les Français qui le disent. Donc on se dit « on ne peut pas le faire ». Puis les équipes reviennent vers nous et en fait, elles nous proposent, c'est un peu ce qu'évoquait Pascal Demurgy tout à l'heure, un compromis. On ne fait pas vraiment le Black Friday, mais bon, on fait quand même des promos, mais pas trop. Et on leur dit « non, on ne va pas le faire du tout ». Et donc l'année dernière, du coup, les boutiques ont été fermées puisqu'on était confinés, mais on a fermé notre site internet, donc 0 chiffre d'affaires évidemment. On l'a laissé ouvert uniquement pour notre site de seconde main qui s'appelle Second Souffle. Donc on pouvait aller chez Aigle et on ne pouvait qu'acheter de l'économie circulaire. Et à la place d'ouvrir nos boutiques et ouvrir le site, on a communiqué sur nos actions. Et en fait, ça a fonctionné. Bien sûr, on a perdu ce chiffre d'affaires qu'on aurait dû faire à ce moment-là, mais sur l'ensemble du mois de novembre, on a fait plus de chiffres qu'au mois de novembre 2019. Et je crois que ça a été le premier pas qui a montré à l'ensemble des collaborateurs que non seulement on avait des convictions qui pouvaient les rendre fiers de faire partie de cette entreprise, mais que ça pouvait fonctionner commercialement. Et ça continue à fonctionner aujourd'hui. Si on avait encore besoin d'être convaincu que la radicalité, ça a des avantages, je crois qu'on pourrait y revenir. Vous avez entrepris donc pour Aigle ce chemin des entreprises à mission depuis décembre. Quelles ont été les raisons au départ? Puis après, on va revenir un peu sur quelques éléments du chemin. Mais qu'est-ce qui vous a poussé, même si on peut en comprendre déjà la logique, mais racontez-nous un peu l'histoire de cette décision. En fait, au départ, la décision, elle est venue d'une conférence comme celle-là, comme aujourd'hui, en fait. J'ai assisté à une conférence, alors c'était un peu plus aride qu'aujourd'hui, c'était une conférence animée par Deloitte. Donc c'était un petit peu plus, un peu plus aride, mais très précis. Chez Entreprises et Progrès, sur la loi Pacte, que je ne connaissais pas spécialement, je la connaissais vaguement, je connaissais de nom, mais je ne connaissais pas vraiment les tenants et les aboutissants, c'est pour ça que j'y étais d'ailleurs. Et en fait, je suis rentrée au bureau et j'ai dit à mon équipe, en fait, avec ce qu'on est en train de faire,
on pourrait devenir entreprise à mission. Donc le premier déclencheur, finalement, il s'est fait après. Nous, on a monté notre stratégie d'abord, l'ensemble des KPIs, des indicateurs d'abord, puisque c'est notre plan stratégique, et ensuite on s'est dit, on peut être entreprise à mission. Pourquoi ? La première raison, elle était interne, en fait. Quand on entreprend un plan de transformation tel que le nôtre, moi, je vous le raconte en quelques minutes, mais ça veut dire changer, faire que cette veste, elle soit en polyester recyclé au lieu d'un polyester vierge, ça baisse son empreinte carbone de 40%, donc ça c'est bien. Mais ça veut dire changer toute notre chaîne de fournisseurs, ça veut dire réfléchir au prix. Lancer un site de seconde main, ça veut dire prendre du temps sur le site principal. Tout a été transformé chez nous. Donc c'est dur pour les collaborateurs. C'est motivant, mais c'est difficile. Et donc le premier frein, c'est de se dire, bon alors là, eux, c'est leur marotte. Et puis bon, dans 3 ans, on passe à un autre DG ou une autre DG qui va avoir une autre idée, ce sera différent. L'entreprise à mission, c'est un changement de statut, c'est au CABIS. Notre raison d'être, elle est évidemment dans nos statuts maintenant au CABIS. Et donc ça ancre dans le temps long cette transformation profonde de l'entreprise. Et je crois que pour les collaborateurs, c'était très important de se dire que ce n'était pas la marotte de la direction générale et de son équipe, mais vraiment un changement profond pour l'entreprise. Quelles sont les joies que vous avez rencontrées au début de ce chemin? Parce que ça donne de l'énergie, ce n'est pas un chemin facile, mais je pense que c'est bien de parler aussi de quels ont été vos premiers émerveillements quand vous avez entamé la démarche. Le premier émerveillement, c'est la réaction des collaborateurs, qui a dépassé complètement. On savait que ce serait rassurant, comme je le partageais avec vous maintenant, mais il y a eu un enthousiasme qui a été assez incroyable sur le fait que vraiment on allait jusque-là. On revient sur cette idée de radicalité. Et ça s'est traduit par un ruissellement, en fait, d'une certaine manière, dans l'entreprise, de la prise en compte de cet engagement environnemental et de réduction de l'empreinte carbone qu'on a chez Aigle. Souvent, ça reste dans les fonctions cœur. Donc chez nous, c'est la marque, puisqu'on la porte sur soi, et les collections pour les mêmes raisons. Et là, en fait, tous les services de l'entreprise se sont appropriés notre mission. Alors, par exemple, la patronne des services généraux a changé l'entreprise de ménage pour une entreprise socialement responsable qui utilise des produits qui sont aussi non dommageables pour l'environnement. C'est la patronne du procurement qui fait un pitch pour le restaurant d'entreprise et décide, je le racontais dans le manifeste, de choisir une entreprise locale, responsable, qui recycle l'ensemble de ces déchets. C'est des tas de petits exemples. La Chine, on parlait de la Chine tout à l'heure, j'en profite, puisque nous, la moitié de notre chiffre d'affaires est fait en Asie. La Chine, qui finalement se saisit de ces actions et établit un partenariat avec une des plus grosses ONG en Chine qui travaille sur la mangrove. Donc les collaborateurs, en fait, se saisissent, et c'est plus du tout top-down, ça vient plus de nous, du comité de direction, mais en fait, l'ensemble des collaborateurs, finalement, sont partie prenante de cette transformation. Pour moi, ça a été la plus grande joie. Oui, à vous écouter, ça libère beaucoup d'énergie. Ça libère de l'énergie, et puis ça libère finalement de l'empowerment. Les collaborateurs se sentent partie prenante de cette décision, et ce n'est plus notre décision, mais c'est leur entreprise. Et c'est un engagement qui est fort et qui est aussi personnel. Ça a aussi fait partie d'un ensemble de formations qu'on a pu permettre aux collaborateurs d'avoir. Par exemple, on a permis à l'ensemble des collaborateurs de faire leur empreinte carbone personnelle pour potentiellement changer des choses dans leur vie s'ils le souhaitent. Et ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est qu'on est... pas seulement quelqu'un qui travaille dans une entreprise. Quand on est dans une entreprise à mission, on est aussi très souvent pénétré de cette mission soi-même. Et c'est, en tout cas, nous, ce qui nous anime chez Aigle. Et ça a été une transformation très importante de l'ensemble de nos collaborateurs. Ouais. Alors, quels ont été, par contre, les moments un peu plus difficiles? Parce qu'il n'y a pas de chemin comme ça sans rencontrer quelques écueils. Les chemins difficiles, d'abord, c'est la notion de l'exposition. Puisque, comme je vous le disais, et c'est un peu différent, par exemple, de l'intervention de la Maïf, finalement, Aigle, c'était déjà une boîte qui pratiquait la mode durable. De façon moins radicale, moins affirmée, moins massive peut-être, mais c'était natif chez nous. Donc, ce qui a été difficile, c'est de se dire, oui, mais si on devient entreprise à mission, alors on pourra être critiqué. Ah oui, tout à fait. Si on a ce statut, il est opposable, on peut le perdre. Absolument. On est audité tous les 18 mois, et donc c'est un statut. On ne revient pas en arrière, sauf si le tiers qui audite décide que nous n'avons pas tenu nos engagements. Donc il y avait cette notion de prise de risque qui était complexe pour les collaborateurs
également pour l'actionnaire de la maison qui est suisse, donc sans être trop manichéen, la prise de risque n'est pas forcément, je dirais, la qualité première. Donc, il a fallu rassurer et se dire aussi que ça allait être porteur de croissance et que donc ce statut, il allait nous amener une grande cohérence par rapport à l'histoire de Aigle et aussi une grande force par rapport au développement commercial de la marque. Et c'était ça l'écueil, la prise de risque. La prise de risque. C'est une prise de risque. Mais on voit bien dans ce que vous racontez qu'au-delà, je comprends bien cette prise de risque, mais que très vite, vous avez quand même eu des bénéfices. On avait déjà cité quelques-uns, mais s'il y en a d'autres qui vous viennent en tête, des avantages que vous avez trouvés assez vite, parce que c'est bien d'être récompensé aussi pour poursuivre l'effort. Est-ce qu'il y a des récompenses dont on pourrait parler ? Oui, il y a aussi la partie externe. J'ai parlé beaucoup de la partie interne, parce qu'elle a été la première d'abord, et puis celle qui, moi, en tant que dirigeante, évidemment, me tenait à cœur. En externe, on en a parlé un peu ce matin, beaucoup d'entreprises aujourd'hui, parce que c'est une demande des clients, se positionnent sur les sujets d'éco-responsabilité. Personnellement, je pense que c'est une bonne chose, et que plus on fera de bruit sur ces sujets, plus globalement notre secteur bougera, et la mode, qui représente à peu près 8% de l'empreinte carbone mondiale, en a bien besoin. Néanmoins, c'est hyper compliqué pour les clients de s'y retrouver. Tout le monde a son machin green, son drapeau. Vous verrez, pendant le Black Friday, il y aura plein de Black Friday green, ce qui n'est pas possible. Donc, c'est vrai que c'est compliqué de s'y retrouver. Et le fait d'être entreprise à mission, même si tous les clients ne comprennent pas exactement ce que c'est, ça permet de se dire c'est ancré dans nos statuts, c'est durable, c'est long terme. Et donc, c'est une forme de preuve, en fait, qui permet finalement une preuve de l'authenticité de notre engagement. Et ça, c'est aujourd'hui, évidemment, c'est essentiel, parce que nous, l'ensemble de la transformation, elle est coûteuse, elle est complexe. Et donc, il faut qu'on en trouve des bénéfices commerciaux, évidemment. Et pour l'instant, ça se passe bien. Donc, ça a été effectivement profitable. On a une belle croissance à date, malgré un contexte pour la mode qui est complexe. On a quand même l'impression à vous écouter que cette transformation, même si elle était au départ dans les fondements de l'entreprise, mais que ça vous a permis quand même de réaffirmer, d'éclairer, même à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur, une singularité d'Aigle qui porte son succès commercial aujourd'hui. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on pourrait appeler, pour ceux qui font du marketing parmi vous, un peu de jargon, ça fait du bien quand même, une reason to believe. C'est ça, c'est une raison de croire en fait. On a un positionnement qui est très ancré dans cette consommation responsable, dans ces produits durables, et finalement ça apporte une preuve. Et on a besoin de ces preuves en fait aujourd'hui. Et c'est un des rôles bien sûr de cet engagement. Oui, parce que ça vous différencie quand même de l'univers dans lequel vous travaillez. Oui, puisque, bon, Anne l'a dit, alors on a 206 entreprises, voilà, je l'ai vu ce matin, on est quand même 3 millions d'entreprises en France. Donc vous voyez que le chemin est assez long pour qu'on arrive massivement, et j'espère, moi, qu'on y arrivera. Mais aujourd'hui, c'est vrai que ça vient ancrer la différenciation de la marque et la différenciation de notre vision de la mode aussi, hein, puisque Aigle, c'est plus une marque de style qu'une marque de mode. La mode, ça passe, et elle s'imprime sur vous, le style, c'est le vôtre, et finalement, il dure. Vous avez été précurseur, puisque vous avez quand même pris ce statut, on va dire, assez tôt. On a beaucoup de gens dans la salle qui sont ici parce que ce chemin les intéresse. Ça serait bien quand même de partager vos conseils, comme l'a fait Anne, mais d'une façon différente. Ce que je peux faire, c'est partager ce qui a fonctionné pour nous, en tout cas. Je dirais que si vous avez des comptes à rendre, si vous avez un actionnaire, un fonds, quelqu'un qui va décider avec vous, il me semble que ce qu'on a fait chez Aigle, mais de façon empirique, c'est-à-dire établir la stratégie d'abord, la raison d'être d'abord, d'une certaine manière, et les KPIs, et ensuite de se dire qu'on passe en société à mission, c'est plus rassurant pour les parties prenantes que de faire l'inverse. J'ai pas mal de CEO qui m'appellent en me disant « j'aimerais être entreprise à mission ». Et ce que je leur dis toujours, c'est « mais est-ce que tu sais ce que tu vas faire ? Est-ce que tu sais ce que tu vas mesurer ?» Et quand la réponse est non, simplement en partage d'expérience, moi je conseillerais toujours de renverser. Parce que si je reprends l'exemple de Aigle, si j'étais arrivée face à mon actionnaire en disant « on veut être entreprise à mission, c'est un statut qu'on peut perdre », qui n'est pas réversible, qui est très engageant, je ne sais pas trop ce qu'on va faire, mais on va y aller, bon, inutile de dire que ça ne serait pas passé. Et c'est assez naturel. Donc, je dirais que c'est ça, pour moi, le conseil important, c'est d'être bien clair sur sa strate et ensuite d'y aller, parce que du coup, ça paraît assez facile. Mais c'est quand même une stratégie qui ressente l'entreprise sur une expérience client, mais une expérience qui soit de qualité, qui soit durable, également sur un projet vis-à-vis des collaborateurs et un projet après aussi vis-à-vis de la société.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais malgré tout, je conseillerais voilà, de commencer par avoir une stratégie claire, parce que si on y va directement, face à des parties prenantes, il y a encore, moi je suis membre de plusieurs conseils d'administration, il y a beaucoup de réticences. De toute façon, on ne serait pas que 206 entreprises, même si on est de plus en plus nombreux. Donc, et c'est normal, parce que c'est l'inconnu, c'est risqué, forcément, et c'est très engageant. Et l'engagement, c'est l'exposition. Donc, ça présente énormément d'aspects positifs, mais face à des parties prenantes, je conseillerais d'être bien clair sur sa stratégie avant. Mais de toute façon, on voit de plus en plus, et les statistiques sont très très nombreuses, qui montrent que l'amélioration de l'expérience client, l'amélioration de l'expérience collaborateur, ça porte quand même une augmentation de la performance de l'entreprise. Et par rapport à ce qui a été dit ce matin, on parlait aussi de la difficulté quand on avait des actionnaires. De plus en plus, quand même, on voit qu'il y a des fonds, il y a des actionnaires qui sont très attachés au fait de placer leur argent dans des entreprises qui sont sur ce chemin. Enfin, je pense que c'est un peu quand même, parce que même si vous, votre actionnaire est particulier, une entreprise privée, je pense qu'elle doit quand même aussi être habitée par cette... ça a dû résonner chez elle, c'est pas... Oui, bien sûr. Mais je pense que ce qui est assez... Il y a une différence entre décider d'aller jusqu'à l'entreprise à mission, qui est vraiment un engagement complet de l'entreprise, et finalement choisir d'être un peu plus vertueux, un peu plus responsable. Et je crois qu'aujourd'hui, l'ensemble des acteurs économiques sont sensibles à cette dimension d'un peu plus de responsabilité sociale et environnementale, parce que les clients le demandent. Aller jusqu'à un engagement et un changement de statut, c'est un chemin qui nécessite un engagement personnel du comité de direction, du dirigeant effectivement, et aussi un rassurement des parties prenantes. Et moi, ça me semble plutôt assez naturel, finalement, de rassurer ces parties prenantes par sa propre expérience. La question du client que vous évoquez ici, c'est encore autre chose. Pour moi, c'est sans doute un chemin qu'on doit encore faire chez Aigle. Autant en interne, c'est une énorme fierté, un sujet que chacun s'est approprié comme je le partageais avec vous. La communication à l'extérieur, je pense qu'il y a encore un chemin à faire, parce que c'est complexe, on est 1600. Il faut que chacun puisse être porte-parole face à l'ensemble de nos clients du travail qu'on a fait. Et je pense que c'est là, justement, et ça vous parlera sans doute, c'est là qu'il nous reste encore un chemin à faire. Bon, heureusement, ça fait qu'1 an qu'on est société à mission, donc oui, il nous reste encore un chemin. C'est vrai que c'est tout à fait récent. Oui, je me demandais justement, vous avez commencé à en parler, c'est en quoi cette entreprise à mission, avec ce que vous êtes, en quoi, si moi, client, je viens dans un magasin, comment je vais le vivre? Est-ce que je vais pouvoir le percevoir? Comment l'histoire va m'être racontée? Bah ça, il faudra que vous fassiez l'expérience, et puis vous viendrez m'en parler. Je l'ai fait. Voilà, vous avez la réponse en fait. Non, je pense qu'aujourd'hui, c'est pas encore très clair pour les clients. Ils le voient à travers les preuves, et c'est déjà une bonne chose, puisqu'on a maintenant plus de 43% de la collection qui est éco-conçue. On a les bottes Made in France qui sont vraiment mises à l'honneur. On a des box de recyclage dans l'ensemble de nos magasins. On a dans pas mal de points de vente maintenant, d'où au printemps en ce moment, si vous voulez aller voir, un corner qui permet d'acheter des vêtements neufs et aussi des vêtements de seconde main. Donc il y a un tas de preuves qui se retrouvent partout. Mais l'explication en tant que telle n'est pas encore vraiment diffusée, parce qu'elle est complexe. Donc ça fait partie du travail qu'il faut qu'on fasse pour que cette singularité s'exprime pleinement. Merci beaucoup Thierry. Merci de ce signe que, embarqué par l'impression de discuter avec vous, j'ai laissé passer un peu l'heure. Donc on va se rendre au salon pour passer aux questions-réponses. Absolument. Merci beaucoup Jean-Jacques, merci Merci Sandrine. Merci à vous pour votre écoute. Merci de vos encouragements. Nous sommes toujours en direct du Château Forme Georges V à Paris, en live ici sur place avec de nombreuses personnes présentes et vous à distance. Et merci pour vos questions. Alors, je me tourne vers vous, Sandrine, et d'ailleurs, je dois vous remercier parce qu'on avait passé un bon moment dans l'entretien pour réaliser la partie du manifeste de la symétrie des attentions que vous découvrirez, que vous avez déjà peut-être commencé à feuilleter ici. Alors, une question d'un participant qui vous dit « Vous m'avez convaincu de votre mission. Mais comment le faire savoir simplement à vos clients ou futurs clients et les engager ?»
Merci déjà, parce que ça a été un exercice complexe. Donc moi, je participe aussi à des sessions comme celle-là pour avoir des retours. Donc merci. C'est l'enjeu, hein, la question que vous posez, elle est centrale. C'est les questions qu'on se pose en ce moment avec mon équipe. Est-ce qu'il faut écrire en gros dans nos boutiques, nous sommes entreprise à mission? Est-ce qu'il faut... Pour l'instant, ce qu'on est en train de faire, d'ailleurs ça se passe en ce moment, on est vraiment en train de former l'ensemble de nos collaborateurs qui sont dans les boutiques, parce que c'est eux finalement qui sont notre voix, à essayer de vulgariser, de rendre les choses plus humaines aussi. Donc ce qu'on fait, c'est à la fois former sur ce que c'est qu'une entreprise à mission, mais aussi leur donner la possibilité, je l'évoquais tout à l'heure, on l'avait fait pour les collaborateurs du siège, d'expérimenter une fresque du climat qui va permettre de mettre en lumière tous les enjeux climatiques, une empreinte carbone personnelle qui va permettre de ressentir les choses. Parce qu'en fait, finalement, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de montrer que la mode durable, c'est possible et ça peut être vertueux. Si on peut le faire à notre échelle à nous, sans doute beaucoup d'autres suivront. Et en fait, c'est ça qui nous anime chez Aigle. Donc voilà ce qu'on essaye de faire. Former sur la technique, mais aussi sur quelque chose de plus tripal. Et on va voir si ça fonctionne. Merci. Une autre question concerne votre organisation, parce que ce matin, on a évoqué effectivement le fait d'avoir un Chief Mission Officer. Quels sont les choix que vous avez faits en termes d'organisation en tant que société à mission ? Oui, j'y pensais ce matin. Alors moi, j'ai fait le choix de ne pas en avoir, donc c'est l'inverse. Pourquoi ? Parce que je voulais que ce soit pris par tout le monde. Donc, comme Aigle, c'est une marque qu'on porte sur soi en plus, la première stratégie a été portée par la VP Marketing, par la patronne de la marque, mais en réalité, c'est un sujet de COMEX, en fait, chez nous. Et donc, il n'y a pas de Chief Mission Officer. Peut-être que dans quelques années, on sera obligé de le faire pour des questions de représentation ou de participation, justement, à des colloques. Mais pour faire la transfo, moi, j'ai préféré que ce soit tout le monde, en fait. Du coup, on ne peut pas se retourner vers quelqu'un parce que c'est l'ensemble des membres du COMEX qui sommes responsables de ce sujet. Merci beaucoup. Il y a une question de Béatrice. Alors, quand on est une entreprise qui accepte de s'exposer, dont la PDG vient ici pour faire part de ses choix, il y a forcément des questions qui sont confrontantes et Béatrice semble coutumière de ces questions. Moins 40% d'émissions carbone pour une veste à base de matières recyclées. Méthodologiquement, est-ce que l'impact de la filière de recyclage est intégré ? Combien vous a coûté le fait de passer par une entreprise de ménage plus responsable ? Alors, oui, donc d'abord, c'est des très bonnes questions. C'est des questions qu'on se pose nous aussi avant de parler. Hein. Donc, elles sont tout à fait bienvenues, au contraire. D'abord, sur le calcul de l'empreinte carbone, nous, on a choisi pour l'empreinte globale, donc je reviendrai aux 40% sur la veste et d'abord à l'empreinte globale, les 46%, on n'a pas simplement choisi de le décréter, on a choisi de le faire avec une société qui s'appelle Science Based Targets, pour voilà, ceux qui vont un peu plus spécialistes, qui est en fait un ensemble d'ONG qui légifère sur ces sujets, qui contrôle le calcul de l'empreinte carbone qu'on a fait avec la fondation Good Planet et qui va nous auditer sur la progression, puisque c'est un moins 46% jusqu'à 2030, mais il faut évidemment qu'on baisse tous les ans. Et donc, nous, on a choisi de signer, là aussi, hein, c'est une autre forme de manifeste, pour nous accompagner finalement sur la baisse progressive. Donc, c'est là-dessus aussi, on est audité. Et bien sûr, pour répondre directement à la question de Béatrice, ce qu'on a fait comme calcul d'empreinte carbone, c'est ce qu'on appelle, d'un point de vue technique, un scope 3, c'est-à-dire que ça inclut non seulement nos propres émissions, mais les émissions que vous aurez en tant que client quand vous utiliserez les produits. Et chez Aigle, bon, il y a assez peu d'émissions parce que vous lavez assez peu les produits techniques, c'est l'avantage, mais c'est un scope 3, donc bien sûr, on prend l'ensemble des choses en compte. Sur la question du coût qui est là, avec l'exemple de la société de ménage, en fait, si l'idée c'est de se dire tout ce qu'on fait pour être plus vertueux, ça coûte le même prix et c'est aussi simple, on se fourvoie. Bien sûr que ça coûte plus cher et que c'est plus compliqué. Comment on s'en sort ? En attirant plus de clients, en fait. Et c'est le pari, et c'est ça qui est un peu complexe. C'est que c'est un peu comme au poker, il faut payer d'abord. Donc, il faut d'abord faire le pas en se disant que ça va payer. Donc, c'est un peu une profession de foi. Pour l'instant, ça fonctionne. Mais c'est comme ça que ça marche, c'est dans ce sens-là. Merci beaucoup pour votre transparence et puis votre engagement. C'est ce que semblent dire beaucoup de personnes dans le fil de conversation. Jean-Jacques, peut-être un mot pour conclure et remercier oui, Sandrine. mais Sandrine, un grand merci pour votre témoignage. Je crois que c'était important
que vous veniez participer à notre colloque. Vraiment un grand merci pour votre sincérité et pour la réponse aux questions. Merci à vous tous. J'espère que ça vous aura inspiré. Et j'espère que vous avez gagné beaucoup de clients aussi aujourd'hui au travers de votre intervention. Allez au moins en boutique, comme ça vous verrez tout ce qu'on fait. Des ventes de vestes, des ventes de bottes, ça vous a donné certainement des envies. Alors nous sommes parfaitement dans le timing et nous en sommes vraiment très fiers. Merci à nouveau donc à Sandrine, conseiller qui est directrice générale de Aigle International, et Jean-Jacques Gressier, leader au service de l'équipe de l'Académie du Service.